Moi, je suis député depuis un certain temps, 1997. Vous êtes membre de la Commission des Affaires Européennes depuis tout ce temps également? Non, je suis membre de la Commission des Affaires Européennes depuis la législature dernière. Je suis membre de la Commission des Finances. J'ai fait plusieurs rapports sur la gouvernance économique européenne. J'ai été rapporteur du traité budgétaire. Je serai un des rapporteurs pour la loi bancaire. Donc voilà, je suis les questions de monétaire, bancaire, de stabilité financière au niveau européen. Le traité dit budgétaire, donc c'est un traité qui est d'ailleurs un traité intergouvernemental qui n'est pas européen, mais qui le sera, qui a vocation à l'être. C'est un traité donc, qui comprend un certain nombre de choses en matière de coordination budgétaire, qui complète le six-pack et le two-pack, et qui complète avec un volet national. Le six-pack et le two-pack, c'est le semestre européen, c'est le volet européen. Le traité budgétaire, c'est le volet national qui a donné lieu à une loi organique en France avec la création d'une institution nouvelle qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques et qui sera chargé en fait de donner un avis sur tous les textes de loi de finances en France. Il y avait dans ce traité un article, qui est l'article 13, et qui prévoyait la possibilité de réunir une conférence dite budgétaire, une conférence interparlementaire, comprenant le Parlement européen et les parlements nationaux. Cet article 13 faisait explicitement référence à un des articles, au protocole, un des protocoles du traité de l'Union qui effectivement prévoit que le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent créer ce type d'institution. Bon, alors simplement l'article 13 il est très laconique et il ne dit pas du tout la composition, la manière dont cette conférence va travailler, ce qu'elle va faire, la nature des travaux qui seront faits dans cette conférence. Bon bref, le traité reste très laconique. Bon. Donc en étant rapporteur du traité budgétaire, j'ai pensé qu'on pouvait assortir ce rapport d'une résolution qui fixe un certain nombre de points de discussion avec les autres parlements nationaux et le Parlement européen. Cette résolution a été votée in fine par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Elle a donné lieu à plusieurs discussions. Une première discussion a eu lieu il y a quelques semaines entre les présidents des 6 pays fondateurs de l'Union. Donc il y avait Claude Bartolone pour l'Assemblée nationale évidemment, qui a défendu la résolution, et donc il y a un texte qui a été élaboré, qui reprend en partie, pas en totalité, la résolution, et qui sera discuté dans une autre conférence, là avec l'ensemble des pays de l'Union, l'ensemble des parlements de l'Union et le Parlement européen, en avril, à Nicosie, et qui devrait finaliser la proposition de conférence. Bon. Donc le parcours se poursuit et devrait devrait aboutir à cette conférence, sauf que il est clair qu'il y a un certain nombre de résistances, notamment du côté du Parlement européen. Le Parlement européen a déjà un dispositif dans le cadre du semestre européen où il invite les parlements nationaux. J'y suis allé il y a quelques jours, c'était à Bruxelles, il y a une dizaine de jours, pour discuter des questions budgétaires. Mais c'est vrai que ce format est quand même un format qui donne peu de place, qui fait peu de place aux parlements nationaux,
Et donc, on voudrait, nous, une conférence plus formalisée. Je dis nous parce que le Bundestag ne s'est pas rendu à cette conférence budgétaire parce qu'il considérait que les parlements nationaux n'avaient pas été suffisamment associés à l'organisation de cette conférence et notamment à l'ordre du jour. Donc il y a une tension quand même entre les parlements européens et entre le Parlement européen et les parlements nationaux pour arriver à une définition de ce nouvel outil démocratique. Voilà. Moi je crois que c'est très utile parce que je pense que les parlements nationaux, dès lors que les budgets sont désormais très encadrés, on a une coordination quand même budgétaire très forte, ont besoin d'un espace d'expression sur les orientations au fond qui leur sont imposées. Parce que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Donc cette conférence, elle pourrait se réunir suffisamment tôt dans l'année pour donner un avis sur les grandes orientations macroéconomiques qui ouvrent le semestre européen, et qui sont celles de la Commission européenne. Et puis elle pourrait donner aussi un avis au stade des recommandations dites par pays, puisque le semestre européen se termine au mois de juin par des recommandations qui sont adoptées sur proposition de la Commission par le Conseil européen. Bon, donc il pourrait là y avoir une réunion pour donner un avis sur ces recommandations. Puis après, il y a la deuxième partie du semestre, donc elle est nationale, elle se déroule dans chacun des pays de l'Union. Donc voilà un peu l'objectif. Mais c'est vrai qu'actuellement, il faut bien comprendre qu'on est face à un processus qui est quand même très technocratique, qui est essentiellement dans les mains de la Commission européenne. Le Parlement européen est assez peu associé, il peut donner un avis, mais enfin il n'y a pas de codécision par exemple sur le document qui ouvre le document qui s'appelle l'examen annuel de croissance qui ouvre le semestre européen. Donc il y a simplement la Commission et le Conseil européen. Les parlements, ni le Parlement européen, ni les parlements nationaux n'ont véritablement voix au chapitre. Et donc ça pose un problème, d'ailleurs qui est identifié, puisque dans ces propositions, à la fin de l'année sur la gouvernance économique, Van Rompuy reprend ce point-là aussi. C'est toujours utile, mais c'est quand même plus un format de conférence. Donc on parle, les gens viennent parler, on parle, il y a des experts, c'est tout à fait intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de document final. Alors, je crois que le Parlement européen hésite beaucoup à avoir... Mais enfin, ceci dit, ça se fait à la COSAC, ça se fait dans d'autres lieux, donc pourquoi pas sur ces questions-là. Mais enfin, il n'y a pas de document final. D'ailleurs, mon collègue Marini, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un peu fâché. Un alibi démocratique. Pas tout à fait tort. En tous les cas, sur la première intervention, la deuxième était plus discutable. Mais c'est vrai que ça tient plus du colloque que d'une réunion dans laquelle on exprime un certain nombre d'orientations. Voilà. Le budget européen est en train d'être finalisé. Oui. On voit qu'il y a de grandes déceptions par rapport à ce qu'il devrait être pour être un moteur de croissance. Alors je vais revenir quelques mois en arrière et revenir sur les promesses de François Hollande pour permettre le vote du pacte budgétaire, en nous promettant des efforts, enfin, du moins des revendications au niveau européen, au niveau de la croissance. Qu'est-ce que vous répondriez aux citoyens qui se sentent trahis aujourd'hui par... Le budget européen, il fallait un peu s'y attendre, hein. C'est pas honnêtement une nouveauté. Parce qu'il repose essentiellement sur les contributions des pays. Et évidemment, chaque pays, dans la période d'ajustement budgétaire que l'on connaît, essaye de minimiser au maximum sa contribution. Bon. Ce que je regrette profondément, c'est que l'Europe ait été prise en otage par l'Angleterre, cette affaire, qui par ailleurs, quand même, a engagé un processus qui peut l'amener à sortir de l'Europe,
et qui, au fond, a en grande partie dicté sa loi durant cette négociation. La France a préservé ses intérêts, notamment sur le plan de la politique agricole commune, mais c'est vrai qu'on a un budget qui est très décevant à la finale. Encore une fois, parce qu'il y a eu un accord entre essentiellement l'Angleterre et l'Allemagne. La France s'est trouvée un peu à l'écart, un peu isolée dans cette affaire. Bon, mais ceci dit, au mois de juin dernier, l'Allemagne s'est trouvée aussi isolée quand il s'est agi de parler de stabilité financière, de créer ce qu'on appelle l'union bancaire. Bon, donc, les coalitions, on le sait, au niveau européen, elles se forment, elles se déforment. Voilà. Bon, maintenant, je crois que de toute façon, on est face à une situation encore plus, j'allais dire, de toute façon grave. Il y a une interrogation sur la question de savoir ce que veulent faire les Européens ensemble, et deuxièmement, comment ils progressent. Bon, moi je considère que ce qui s'est passé valide totalement la perspective, qui est celle d'ailleurs qu'a exprimée François Hollande au Parlement européen, qui est d'une Europe différenciée. Il est clair que sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les questions de croissance, on ne pourra pas progresser à 27. C'est évident que l'Angleterre le refuse. Pas que l'Angleterre d'ailleurs, il y a un certain nombre de responsables politiques européens. Je pense par exemple à M. de Gucht, qui est le commissaire en charge du commerce, qui vous dit que la politique industrielle en Europe, c'est la concurrence. Voilà, donc, tout est dit. Bon. Donc il y a des pays, voire des responsables politiques qui n'acceptent pas une politique volontariste sur le plan économique, sur le plan des investissements, sur le plan industriel. Bon. Ils considèrent en tous les cas que ce n'est pas le rôle de la puissance publique. Bon. Donc il va falloir trouver des alliés pour essayer de bâtir ensemble ce type de politique. Je ne vois pas d'autre solution dans l'état actuel des choses, comme on l'a fait par exemple sur la taxe sur les transactions financières. C'est-à-dire que là, on a une coopération renforcée avec un certain nombre de pays qui veulent avancer ensemble. Ben voilà, il va falloir faire la même chose, à mon avis, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors, avec un risque, il y a évidemment un risque si ce type de schéma, enfin il existe pour Schengen, il existe pour beaucoup de politiques quand même, c'est pas tout à fait une nouveauté. Enfin, si ce type de schéma s'affirme, bon, bah, c'est vrai qu'à terme il peut y avoir un risque de dislocation, mais on ne peut plus continuer avec une Europe, dans une Europe où des pays ont des objectifs aussi contradictoires. Alors, on voit bien que là il y a une limite. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler d'Europe à la carte? Ou est-ce que c'est une expression ça, c'est une expression parce que l'Europe à la carte, beaucoup craignent justement la dislocation. Bon, l'Europe différenciée, l'Europe à la carte, sur le plan diplomatique, il y a sans doute une distinction. Enfin, bon, dans les faits, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même qu'un certain nombre de pays se regroupent pour essayer d'avancer ensemble. Donc une plus grande intégration, et moi j'ai envie de vous demander quelle place, selon vous, devraient avoir les parlements nationaux dans cette Europe plus intégrée, peut-être à 6 ou 7? Moi je pense que c'est très important. Moi j'ai été très marqué par un livre qui est de Luc van Middelaar, qui est un philosophe néerlandais qui est aujourd'hui travaille pour M. Van Rompuy, qui est sa plume, qui a écrit un livre il y a déjà quelques années, qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Le passage à l'Europe. Et je pense profondément que l'Europe est à la fois une construction fédérale, donc les institutions fédérales ont leur place, etc., mais que ça ne suffit pas. Donc je pense qu'il faut, à côté des institutions fédérales, aussi qu'il y ait un volet
national, interétatique, qui ne se limite pas, pour moi, au gouvernement. Donc du coup, est-ce que... Donc il faut que les parlements nationaux puissent aussi contribuer à cette intégration. Est-ce que vous plaidez uniquement pour une coopération entre les parlements nationaux, ou est-ce que vous plaidez également pour une revalorisation du Parlement vis-à-vis de l'exécutif en France? Parce qu'on voit que finalement, énormément de responsabilités sont mises entre les mains du gouvernement, sans que forcément le Parlement national ait derrière soi son mot à dire, soit le contrôle qu'il devrait exercer. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un des problèmes en France. C'est que n'ont pas les Allemands, par exemple. Le Bundestag contrôle très fortement le gouvernement, y compris sur les décisions européennes. Mais indépendamment de cela, je pense qu'il y a aussi une relation avec les autres parlements nationaux qui peut être utile. Je pense que c'est une façon quand même de mettre en mouvement les représentants, disons, nationaux dans un projet européen. C'est-à-dire que bon, on verra comment se déroulent les élections européennes. Elles vont peut-être nous surprendre, peut-être qu'il y aura à ce moment-là un vrai débat dans un espace public européen, etc. Mais tout ça n'est pas encore, à mon avis, totalement mûr. Je ne pense pas qu'on puisse, pour parler clairement, considérer l'Europe comme un État supranational qui se superposerait de manière naturelle aux États-nations. Je ne crois pas à cette thèse-là. Je ne crois pas à la thèse des États-Unis d'Europe. Je crois à une thèse un peu plus compliquée, un chemin peut-être un peu plus compliqué d'ailleurs, mais qui est un chemin original vers une intégration originale. J'ai souvent, d'ailleurs, c'est totalement vrai par rapport au sujet qui nous occupe. Aux États-Unis, vous avez un budget fédéral important. Le budget fédéral, il est contrôlé par les institutions fédérales. Bon. Mais les institutions locales ont leur propre autonomie. Le gouvernement des États-Unis ne s'occupe pas, ni le Parlement, ni le Congrès ne s'occupent de ce qui se passe dans l'État de Californie. L'État de Californie, l'État de Californie peut même être en faillite. Bon. Donc, si vous voulez, dans un système fédéral pur, l'institution fédérale contrôle les institutions fédérales. Qu'est-ce qui se passe en Europe actuellement avec le six-pack, avec le two-pack? C'est que les institutions fédérales vont contrôler les budgets nationaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un schéma fédéral. On est dans un schéma où la Commission, voire le Parlement européen, qui, j'ai bien compris, aurait cette compétence, pourrait dire, voilà nous ce que l'on pense du budget de la France. Bah écoutez, c'est tout à fait novateur cette affaire. Alors que le Parlement européen, par exemple, s'exprime sur le budget européen, ça me paraît tout à fait normal, d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Bon, mais on voit bien qu'il y a une difficulté. Bon, pourquoi cela? Parce que c'est vrai, comme on n'a pas de budget fédéral, on a un budget très faible en anglais, puisqu'on vient d'en parler. Bon. Bah, la coordination, elle ne peut pas, ou l'ajustement budgétaire, il ne peut pas se faire au niveau fédéral. Donc il se fait au niveau des nations. La coordination et la discipline, au fond, la cohérence des politiques, elle se fait au niveau de chaque budget national. Bon. Mais ce faisant, on est dans un système une grande... enfin, comment dirais-je, qui tend à exercer un contrôle sur des prérogatives qui sont aujourd'hui purement nationales. Vous voyez le six-pack, et encore plus le two-pack. Le two-pack, la Commission va pouvoir s'exprimer sur les projets de loi de finances. Bon, ce qu'ont pas encore vu mes collègues là. Bon, mais ça va être très intrusif. Bon, donc
Moi, j'attends de voir comment le Parlement, ou l'Assemblée, ou le Sénat va dire, bon, bah, c'est très bien, monsieur le commissaire, vous avez raison, on va faire ce que vous nous demandez de faire. Je m'étais beaucoup intéressée au Tupac quand la Commission des Affaires européennes du Sénat l'avait étudié. Oui. Et il y avait eu effectivement une réserve émise par le Sénat, mais non pas sur le fait d'étudier les projets de loi de finances et d'éventuellement de mettre un veto, entre guillemets, mais sur la règle d'or qui était au départ introduite dans le règlement, un des deux règlements, qui au final a été enlevée parce qu'elle a été introduite via le pacte budgétaire. Mais effectivement, il y a toujours ce problème du veto sur les projets de loi de finances, qui, à mon sens, mais peut-être parce que je suis juriste, alors je vois les choses d'une manière très carrée, j'ai l'impression que ça pose un véritable problème au niveau de du respect le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le traité budgétaire en tous les cas. Sur le traité budgétaire, oui. Alors, mais le traité budgétaire était approuvé par les parlementaires français. Alors certes, il n'était pas approuvé par le Congrès. Et sur le six-pack, de toute façon, vous savez qu'on a maintenant, c'est du droit communautaire, hein, donc ça s'intègre dans la législation. Mais vous avez parfaitement raison. Bon, il s'agit. Alors évidemment, on vous dira que c'est un avis. Donc voilà, donc on n'est pas. La Commission n'a pas la capacité de bloquer. Est-ce que justement, c'est pas gênant sur des points qui touchent quand même à allez, je vais dire le mot, à la souveraineté budgétaire française? C'est gênant si par ailleurs vous n'avez pas la capacité, vous. Enfin, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un vrai aller-retour. Alors, bon, par exemple, là, on a invité la Commission européenne, c'est la première fois, pour un exercice assez formel d'ailleurs. En plus, c'était pas le commissaire chargé de l'économie qui est venu, enfin, peu importe. Mais si vous voulez, on aura des échanges avec la Commission. Ça, c'est tout à fait nouveau, le Parlement. La Commission des finances et la Commission. Bon. Mais je trouve justement que la conférence budgétaire est intéressante parce qu'elle permet aux parlementaires nationaux aussi de s'exprimer, de donner leur opinion sur le cadre qui est imposé en fait après. Enfin, qui s'impose, disons. Il n'est pas imposé, il s'impose. Donc je trouve que c'est une façon de redonner de la capacité d'expression, de position aux parlements nationaux, qui s'en trouvent en partie dépossédés par l'exercice dont vous parlez. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de retourner en arrière et de refaire siéger au Parlement européen des parlementaires nationaux? Non, je pense qu'on n'en est pas là. Non, la vraie question, c'est à terme, est-ce qu'il faut... La vraie question, c'est, bon, il y a le Parlement européen, il faut qu'il ait... je ne propose pas qu'on y mêle les parlementaires nationaux. En revanche, la question, c'est la deuxième chambre. C'est quoi? La deuxième chambre pour les parlementaires, pour le Parlement européen, c'est le Conseil des ministres. Bon. C'est-à-dire que c'est les gouvernements. La deuxième chambre, pour moi, ça serait les parlements nationaux. Bon, c'est là qu'il y a un enjeu. On parle d'un Sénat européen. Alors ça va peut-être beaucoup compliquer les choses, parce que ça ferait un dispositif assez complexe. Parce qu'au final, la vraie... Mais ça peut être une des vous parliez de fédéralisation tout à l'heure en disant que vous y croyez sans vraiment y croire. Est-ce que la vraie solution, ce ne serait pas de distinguer les compétences et de donner au Parlement européen les compétences qui lui reviennent et ne pas le faire finalement se prononcer sur des textes qui relèvent de la souveraineté budgétaire des États et de donner à une deuxième chambre le soin de traiter ce genre de texte? Il y a un débat là-dessus. Il y a un débat, par exemple, sur l'idée d'un parlement de la zone euro. C'est ce qui est en discussion, là. C'est bien ça qui est en discussion. Mais il ne faut pas aller trop vite. La conférence budgétaire est une première étape, est une première réponse. C'est déjà difficile. Hein. C'est vrai que le Parlement européen est très inquiet de se retrouver dépossédé. Mais enfin, il est dépossédé de compétences qu'il n'a pas, si vous voulez. C'était ça un peu le problème. Parce que pour l'instant, ces compétences, elles sont nationales. Elles ne sont pas européennes. Donc, voilà. Enfin,
on va parler de l'intégration des parlementaires nationaux au niveau européen, donc ce qui en grande partie ne dépend pas de nous, mais de la manière dont les futures réformes des traités vont avoir lieu, enfin, à part la conférence budgétaire, je parle, je veux dire, globalement, il y a ce que veut la Commission par exemple, des affaires européennes en France, éventuellement le Bundestag, et puis au final, il y a quand même ce que feront les 27 États qui décideront réellement de qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais essayer de bifurquer là-dessus pour parler de ce que nous, on peut faire au niveau français, et qui là ne nécessite absolument aucune aide extérieure, qui est globalement quelle est la place effectivement du parlementaire français dans l'encadrement, on va dire, des décisions et des mandats qui sont, enfin des décisions, que ce soit le Conseil des ministres ou le Conseil européen, mais nos représentants français de l'exécutif prennent des décisions sans pour autant, a priori, qu'il y ait une réelle séquence qui se passe dans laquelle les parlementaires français qui représentent la souveraineté, donc le peuple, puissent dire au ministre, cette décision-là ne nous convient pas, il est hors de question de la négocier de cette manière. Il y a quand même un processus de est-ce que discussion. vous pouvez le décrire et puis quitte ensuite à avoir les améliorations? Il y a ici une discussion préalable à chaque conseil. Européen ou chaque conseil de l'Union? Européen. Donc déjà, on n'est pas sur tous les sujets, quoi. Par exemple, le Tupac, les parlementaires français aujourd'hui le découvrent. Oui, mais alors le Tupac, les parlementaires français peuvent ont un droit de résolution. Donc on aurait très bien pu faire le Sénat l'a fait. On peut très bien faire une résolution sur tel ou tel. Après, sur tel ou tel sujet. Ne croyez pas ça, le SGAE fait très attention aux positions du Sénat et de l'Assemblée, et lorsque elles sont restrictives, ils demandent l'avis du Sénat et de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a un vrai poids quand même, et le gouvernement est obligé d'en tenir compte. Bon, il peut passer autre, mais l'exécutif fait quand même attention à ce qui se dit sur ces questions-là. Donc on peut se saisir des questions qui sont traitées au niveau communautaire. On a aussi une discussion avec le gouvernement dans des séances spécifiques qui se tiennent avant chaque conseil et après chaque conseil. Par exemple, demain, le ministre viendra dans la Commission Affaires européennes pour parler du budget européen. Donc voilà, moi ce que je pense par rapport à ça, je vais vous dire, c'est que je pense que l'Assemblée n'est pas assez encore tournée vers l'Europe. C'est-à-dire que fondamentalement, moi j'ai un peu de mal quand même à intéresser mes petits camarades, si j'ose dire, à ces questions. Bon, je vois bien que c'est pas encore une donnée totalement intégrée. Alors il y en a de plus en plus maintenant qui s'y intéressent, mais c'est vrai que ça met du temps. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas encore vu toutes les implications. Par exemple sur la loi bancaire, alors là j'aurai un rapport, je fais un rapport demain sur la loi bancaire. Enfin la loi bancaire, franchement, c'est un sujet purement européen, 100% européen. Enfin pas 100%. Enfin la question de la séparation comme la question de la résolution, c'est un sujet européen. Voilà, c'est vrai que quand il vient ici, ça devient un sujet très intérieur. C'est-à-dire qui est vu sous l'angle très politique, mais très intérieur. Un peu comme quand on a discuté du pacte budgétaire ici en France, alors que... Et c'est pas relié beaucoup mis en cohérence au processus de discussion européen. D'accord. Mais justement, je crois que c'est Estelle Grelier qui disait ça lors d'une... Je crois que c'était la commission spéciale sur le TSCG, justement, où elle disait, justement, le fait peut-être d'intégrer le Parlement plus dans la décision, ça donnerait envie peut-être aux petits copains, justement, de s'y intéresser un peu plus. Voir, alors, ça dépend dans quelle manière, dans quel cadre on le fait, mais à partir du moment où on vous demande de voter, effectivement, ou du moins de vous exprimer sur ce que va dire tel ministre... Moi, je pense qu'on a les pouvoirs pour le faire. Bien sûr. Mais il faut s'en saisir. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Quand il y a un débat, quand même, pré-conseil européen ici, les députés ne viennent pas, enfin, ça reste quand même... Il y a un problème, c'est que les députés ne sont pas suffisamment tournés vers l'Europe. Vers ces questions-là, ils considèrent que ces questions-là, si vous voulez, quand même, sur la loi bancaire, moi, j'ai vu beaucoup de députés dire la seule chose importante dans cette affaire, c'est les frais bancaires. Vous voyez ? Bon, alors que j'ai plutôt tendance à considérer que c'est un sujet un peu secondaire dans la loi. Ce qui me paraît important,
c'est la séparation, la résolution, etc. Parce que les députés pensent que la séparation, ça n'intéresse pas les gens, et que les gens s'intéressent essentiellement à ce qu'ils payent, ce que les banques font payer en frais bancaires. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est plus... C'est parce que les députés sont quand même tournés vers les préoccupations, enfin, ou ce qu'ils pensent être les préoccupations, parce que je pense que là, ils se trompent en partie, mais enfin bon, ce qu'ils pensent être les préoccupations de leurs concitoyens. Alors il y a un autre problème, mais qui est compliqué, c'est est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une commission européenne de plein exercice? C'est-à-dire qu'ici, il y a des commissions dites permanentes, il y en a 8 maintenant. La Commission européenne n'en fait pas partie. La Commission européenne, c'est une commission en plus. Oui. Mais il aurait pu y avoir aussi une Commission européenne de plein exercice, là, ce qu'il y a dans d'autres parlements, avec des députés qui ne fassent que ça. Bon. Alors on n'a pas voulu, justement, parce qu'on ne voulait pas, comme les questions européennes sont très transversales, on voulait garder la dimension européenne dans chacune des commissions. Mais du coup, ça reste quand même assez peu pris en charge. Bon, sauf par exemple à la commission des lois, il y a 2 députés qui font un suivi des questions européennes spécifiques pour la commission des lois. Qu'est-ce que vous pensez? Alors c'est une proposition de réforme constitutionnelle que j'ai vue, je crois qu'il date d'une dizaine d'années ou un peu moins, à propos de la mauvaise transposition des directives. On voit qu'il y a énormément de directives qui sont transposées par voie d'ordonnance. Et il y avait un député qui avait proposé de faire une réforme constitutionnelle pour donner le pouvoir à la commission des affaires européennes, ou je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, de donner son avis, éventuellement d'intervenir à elle seule sur les lois de transposition, etc. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je pense que les lois de transposition devraient être en partie faites par l'Assemblée. Il y a eu un rapport, effectivement, Jérôme Lambert, Didier Quentin, fait un rapport intéressant là-dessus, fait des propositions. Bon, il y aura une réforme constitutionnelle, je pense, donc on en reparlera à ce moment-là. Mais ça peut être oui, ça peut être intéressant. C'est vrai que le gouvernement, l'exécutif a tendance à systématiquement passer par voie d'ordonnance ou à éclater la transposition, ce qui ne permet pas toujours un débat. C'est un sujet un peu récurrent, hein, mais oui, il faudrait... Bon, alors ceci dit, non, voilà, ça je voulais dire, la commission s'est quand même pas mal améliorée, puisque en général, quand même, sur ces sujets, on fait, nous, un rapport avant transposition, donc il y a un rapport de la commission. Le problème, c'est toujours le même, c'est que la commission... Lorsque la transposition vient, c'est la commission, c'est l'une des 8 commissions permanentes qui est saisie au fond. Donc la commission des affaires européennes, elle s'ajoute, si vous voulez. Bon. Donc moi j'essaye de faire en sorte que la commission des affaires européennes soit saisie et un rapporteur au même titre que le rapporteur saisi au fond. Bon, alors là on arrive à le faire. Par exemple, je pense que demain j'irai jusqu'à être un des rapporteurs dans l'hémicycle. Et j'ai demandé à la présidente de la commission de systématiser cela. C'est-à-dire que la commission des affaires européennes est systématiquement un rapporteur dans l'hémicycle. Même si ça n'apporte pas grand-chose, c'est symboliquement important que la commission soit présente dans l'hémicycle. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Hein. Donc vous voyez combien il faut aussi avancer, que la dimension européenne s'intègre dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. De plus en plus, il y a des commissaires qui se rendent à la Commission des affaires européennes et à la Commission des affaires des finances aussi. Puis il y a eu toute une conférence avec Madame Reding qui était venue pour le semestre européen, etc. Bon, qu'est-ce qui explique selon vous que ça ne se fasse que maintenant en fait? Alors que ça fait quand même 20 ans qu'il y a la monnaie, enfin, qu'il y a encore une fois, c'est parce que je pense qu'il y a un éloignement assez important. C'est des sujets en plus qui sont très techniques. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de députés ne savent même pas comment fonctionne l'Union. Hein. Est-ce que c'est pas entre la Commission, le Conseil, le Parlement, la codécision, je pense que vous auriez des surprises. Hein. Non, on les a déjà eues. Donc vous voyez bien que c'est pas... bon. Mais parce que, encore une fois, le député, il est quand même tourné sur des sujets plus... et puis jusqu'à présent, le fonctionnement de l'Union n'impactait pas énormément. Enfin, il y avait un impact. Il y a un impact législatif, etc. Mais enfin, il
n'y avait pas un impact comme il va y avoir un impact sur le plan budgétaire, par exemple. C'est vrai que là, on renforce considérablement l'intégration, si vous voulez, sur un certain nombre notamment sur depuis la crise, si vous voulez, depuis 2008, c'était pas du tout le cas avant. Les sujets économiques, financiers, etc. ont pris le pas sur tout le reste au niveau européen. Et ici, c'est-à-dire que là, il y a une comment dirais-je, il y a une mobilisation sur européenne sur ces questions qui fait que ça évidemment, ça vient ici. Et ça ne venait pas avant. Quand j'ai étudié le pacte budgétaire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de neuf au niveau comptable. Enfin, déjà, tout était dans le six-pack, la réglementation par rapport au déficit structurel, l'obligation de réduire la dette, etc. Et j'en suis venue à la conclusion que le seul intérêt de ce texte était un intérêt politique, c'est-à-dire faire prendre conscience aux dépôts parlementaires nationaux de est-ce que c'est le cas et est-ce que ça s'est vérifié. Il y avait deux traités. Il y avait le traité français, si j'ose dire, c'est le MES, et il y avait le traité budgétaire, c'est le traité allemand. Bon, soyons clairs, la discussion depuis 2008, elle n'a pas changé. C'est la question de la solidarité, comment les pays européens font face à la crise des dettes souveraines, puisque ça a été la crise des dettes souveraines. Maintenant, il y a d'autres sujets qui vont venir d'ailleurs. Puisque la crise des dettes souveraines, on est en train d'en sortir, plus ou moins bien, mais enfin, on est en train d'en sortir. Donc, comment on fait face à la crise des dettes souveraines? Ça veut dire comment on aide un certain nombre de pays qui sont en difficulté. Et à partir de là, c'est la question de l'aide, de la redistribution et de la solidarité. Et la question de la solidarité, c'est la question de la confiance. Et la question de la confiance, pour l'Allemagne, c'est la question de la discipline. Donc, et vous ne sortez pas de ce débat. Ce débat, il est permanent. Il a été entre la France et l'Allemagne, entre les pays du Sud et les pays du Nord, et il reste structurant. Bon. Donc les traités, si vous voulez, c'est des compromis successifs qui ont été faits dans cette discussion. Et le traité MES, c'est un traité de solidarité qui vise à se donner un outil financier pour soutenir la dette, les pays endettés, surendettés, notamment du Sud. Et le traité budgétaire, c'est le pendant, c'est-à-dire on veut bien vous prêter de l'argent, mais on veut avoir confiance, et la confiance, ça passe par un certain nombre d'engagements sur le plan budgétaire et d'efforts que vous faites pour revenir à une situation budgétaire plus saine. Et les parlementaires français ont pris conscience de ces engagements, du coup, qui existent depuis plusieurs mois, enfin bien plus tôt que le pacte budgétaire. Est-ce que ça a eu un réel intérêt politique? Oui, mais enfin, il y a un débat sur entre guillemets, l'austérité. Non, en fait, si vous voulez, la question de Magali, moi je la comprends très bien, parce que je discute beaucoup avec elle, donc je connais ce qu'elle veut dire, c'est que depuis novembre 2011, on a le six-pack qui dit 0,5% structurel minimum, vous avez des engagements à moyen terme, des objectifs à moyen terme, donc tout ça c'est déjà en cours. Nicolas Sarkozy a fait un plan de stabilité, un plan de réforme, si j'ai bien compris, qui devait mener en 2016 à 0% de déficit structurel. Bon. Donc tout ça existe déjà. Arrive sur la scène nationale un TSCG qui met dans la rue les gens, qui fait que le front de gauche se fait commentaire, vont à la télé, discutent, etc. C'est scandaleux, au contraire c'est très bien, etc. Donc la question c'est, est-ce que quelque part ces gens-là n'avaient pas compris que toutes ces règles comptables existaient déjà et qu'il fallait théoriquement les appliquer déjà depuis au moins un an? Non. Quel était le but de ce traité, à part le Haut Conseil, parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment la seule nouveauté. Quel est ce but en fait? Il faut aller jusqu'au bout. C'est parce que le six-pack a été considéré comme insuffisant. C'est-à-dire que l'Allemagne... Mais insuffisant en termes politiques? Non, en termes de contraintes. Mais pourtant, les contraintes... C'est-à-dire que l'idée de l'Allemagne dans le traité budgétaire, ce que cherche l'Allemagne depuis le début, c'est de réduire l'aléa politique. Bon. C'est-à-dire, en gros, de faire en sorte qu'un État qui prenne des engagements les tienne. Bon.
dans le six-pack. Le six-pack, au départ, allait beaucoup plus loin. Le six-pack qui avait, au départ, un veto de la Commission. Bon. Donc ça n'a pas été... Le six-pack, ça a été négocié. Il y a eu des négociations à n'en plus finir sur la règle de la majorité inversée, etc. etc. Bon. Malgré ça, l'Allemagne s'est dit, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'Allemagne a considéré que le six-pack ne suffisait pas. Donc elle a inventé le traité avec une idée, c'était de traduire les États délinquants, si j'ose dire, devant la Cour de justice. C'est ça l'idée du traité. C'est-à-dire d'ajouter une disposition nouvelle qui était de faire en sorte que un État qui ne respecte pas ses engagements budgétaires puisse être comment dirais-je, puisse être traduit, oui, en justice devant la Cour de justice. Voilà. C'était ça le tout. Donc en fait, si vous voulez, le six-pack, le traité budgétaire, c'est la continuation du débat sur le six-pack. Mais et d'ailleurs, après le six-pack, vous avez eu le two-pack. C'est-à-dire que vous avez un processus tout à fait itératif parce que l'Allemagne, parce qu'à chaque fois, l'Allemagne considère que ça ne va pas assez loin. Et pourquoi ça? D'ailleurs, moi, ça a été un des sujets que j'ai dit devant tout le monde. Je l'ai dit à Van Rompuy et tout ça. C'est de dire attention maintenant, il faut un moment s'arrêter. Oui. Il faut une pause parce que. Mais la pause, en fait, c'est parce que l'Allemagne, à chaque fois qu'on lui a parlé de solidarité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remis sur le tapis la question de la discipline. Donc ça a été un processus qui a mis très longtemps à atterrir. Non, mais du coup, je pense qu'on est d'accord, mais c'est juste que les règles en elles-mêmes restent les mêmes. C'est juste le niveau d'application qui a été changé. Enfin, moi, il y a la Cour de justice quand même dans le. La Cour de justice, si on ne transpose pas les règles dans le droit national. Ouais. Mais au départ, c'était pas ça. Exactement. Au départ, la Cour de justice, il voulait aller plus loin. À chaque fois, si vous voulez, l'Allemagne a bien vu qu'il y a eu une négociation qui fait qu'elle a reculé. Donc elle l'a remis à chaque fois. C'est vrai qu'il me semble que j'avais vu le brouillon à l'époque où c'était le brouillon du TCO, ça parlait de ça. Mais c'est très bizarre parce que derrière, effectivement, ça a été modifié. Mais l'Allemagne continue, puisqu'il y a eu encore des propositions de Schäuble sur le ministre des Finances qui a un droit de veto. Ils sont revenus encore, mais il y a quelques semaines. Du coup, j'en reviens à ma question. Donc, si vous voulez, c'est efficace. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que les parlementaires français ont pris conscience de leur engagement et vont les respecter? Maintenant que c'est inconstitutionnel, etc. Oui. Là, il y a quand même, alors on pourrait est-ce que la loi organique est suffisamment contraignante? Est-ce que voilà. Il y a quand même une palette là d'outils qui fait que oui, c'est quand même extrêmement contraignant. Mais le problème, si vous voulez, dites-vous bien une chose quand même, c'est que le problème d'un budget, c'est que de toute façon, il y a une part d'incertitude. C'est-à-dire que ce que veut faire aussi l'Allemagne, moi je comprends que l'Allemagne dise il faut faire ce qu'on dit, etc. Mais le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, on va voir le débat, ça va être intéressant avec le Haut Conseil des finances publiques. C'est que personne ne peut dire aujourd'hui quelle sera la croissance française à la fin 2013. Hein. Oui, il y a le budget prévu et le budget exécuté. Bon, on peut toujours reprocher d'avoir des hypothèses de croissance trop élevées, etc. C'est pas faux, mais des gouvernements ont joué avec ça. Bon, inversement, il y a eu des gouvernements, c'était très rare, qui ont été dépassés par la croissance par rapport à leurs hypothèses. Donc, c'est pas une science exacte, l'économie. Donc, c'est un équilibre à trouver, si vous voulez, plus un deuxième équilibre, qui est l'équilibre entre l'ajustement budgétaire et le caractère récessif de cet ajustement. Et là aussi, j'ai l'impression qu'on est dans une période où on est en train de sortir au niveau européen d'une vision un peu obsessionnelle de l'ajustement budgétaire. Bon, alors on verra en 2013, ça va être le débat qu'il va y avoir sur les 3%. Bon. Mais on voit que la période, parce que l'ajustement est tellement fort, que tout le monde constate qu'il y a un problème qui s'appelle la croissance. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, il faut peut-être différer un petit peu, etc. Ça ne remet pas, à mon avis, en cause. Parce que moi, l'ajustement moi, le débat, il n'est pas sur l'ajustement, parce que je le pense nécessaire. En revanche, il peut y avoir un débat sur le rythme. Voilà. C'est ce qui a été. Et ça, c'est un débat qui est parfaitement légitime,
et que un système, si vous voulez, purement automatique ne permet pas d'avoir. Si vous voulez, il y a un peu une illusion dans l'idée qu'il suffit d'avoir une formule pour faire un budget. C'est plus compliqué que ça. Encore une fois, la science économique n'est pas une science exacte totalement, enfin elle l'est un peu, enfin elle s'inspire un peu des deux, mais enfin c'est pas une science exacte, et donc personne ne peut dire, ou alors il y a énormément de variables, enfin bon, donc c'est compliqué. Quand le FMI reconnaît lui-même que ils ont sous-estimé le caractère récessif de la diminution de certaines dépenses budgétaires, ben voilà, faut quand même en tenir compte. Mais encore une fois, c'est toujours le même débat. Ça, faut bien comprendre que pourquoi ça revient toujours sur la table, parfois dans les mêmes... on dit bah, c'est la même chose, parce que le débat n'est pas fini. Et parce que le sujet, dans la négociation, dans le compromis politique, il revient un peu comme un leitmotiv. C'est pour ça que la France a ratifié le traité budgétaire, à mon avis, plus pour donner un gage au niveau européen que par le contenu, d'ailleurs, parce qu'il reste la loi organique a été assez intelligemment faite. C'est pas une loi organique aveugle qui impose une règle aveugle, c'est pas ça du tout. Bon, donc c'est une procédure qui permet un dialogue, qui permet d'avoir un débat, etc. Bon. Donc ça a été intelligemment fait. Mais la vérité, c'est que le traité budgétaire, on l'a surtout fait pour donner un gage de notre bonne volonté, notamment à l'Allemagne, et pour essayer d'avancer sur le reste. Mais globalement, la personne qui gère le pays aujourd'hui, qui est François Hollande, a fait une campagne entière, et j'en tiens même pas rigueur au PS ou à quoi que ce soit, mais je parle de la campagne en elle-même, sur la renégociation d'un traité que tous ceux qui s'intéressent un minimum à l'Europe savaient très bien infaisable. Mais là, il faut aller jusqu'au bout de cette affaire. Je pense que si François Hollande avait dit « je ne renégocie pas le traité », je pense qu'il était illusoire de croire que l'Allemagne allait accepter un compromis comme elle l'a accepté in fine, plus favorable à la croissance malgré tout, même si on peut discuter ça sera la prochaine question, mais aussi plus favorable à la stabilité financière. Donc il y avait dans cet aspect de renégociation, il faut dire clairement les choses, il y avait un aspect tactique. Bon. Donc la renégociation, à mon avis, moi je l'ai compris comme portant sur le paquet global. Voilà. Et d'ailleurs, de toute façon, au niveau européen, vous ne pouvez pas faire autrement, parce que la vérité, c'est que vous êtes dans une négociation permanente, à la recherche d'un compromis permanent. Bon. À partir de là, vous ne pouvez pas isoler un des éléments en disant ça je l'accepte, ça je l'accepte pas. Ou vous pouvez le faire à un moment donné pour pouvoir obtenir globalement un compromis meilleur. Bon voilà. Alors c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile à expliquer. Ça peut donner lieu à certains malentendus. Voilà. Mais non, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne, si vous voulez. L'Europe, ça fonctionne par une négociation, par un compromis, et vous êtes obligé d'avancer vos pions, de bloquer certaines choses à un moment, mais vous allez les accepter après, parce que vous allez obtenir autre chose. Bon voilà, c'est comme ça que ça passe. Sur ce plan-là, moi je suis... C'est vrai que c'est compliqué, parce que moi je ne suis pas hostile à l'idée d'avoir une stratégie d'influence, une vraie stratégie d'influence de la France en Europe et dans les institutions européennes. D'autres pays l'ont, l'Allemagne est partout, elle est extrêmement bien représentée. Quand vous regardez par exemple, moi je l'ai dit ici, mais si vous allez voir la représentation du Bundestag à Bruxelles, il y a plus de 15 personnes qui sont là, c'est-à-dire avec chaque groupe à une ou deux personnes. Mon homologue, Axel Schäfer, au Bundestag, que je connais bien, l'autre jour j'ai été le voir, il a ses 4 bureaux quand même, vous voyez que c'est un peu plus grand qu'ici, et un des bureaux est réservé aux collaborateurs, à ses collaborateurs qui sont pour le groupe SPD à Bruxelles.
Donc il y a une représentation très importante. Bon, nous, on a 2 administrateurs. Bon, et la représentation. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un système aussi politique différent. C'est-à-dire que ici, nous, notre système, il repose beaucoup sur l'exécutif et sur le président de la République, et notamment sur les questions européennes. Parce qu'il faut bien voir que dans les questions européennes, ce qui a changé, c'est fondamentalement le rôle du Conseil. Le Conseil européen est devenu, et ça c'est le traité de Lisbonne, on est passé d'un club, le Conseil européen c'est un club, au départ de chefs d'État, de chefs de gouvernement, c'est Giscard qui avait inventé ça, il voulait le G8. Bon. Et donc les gens se réunissaient, et puis après ils déjeunaient ensemble, ils faisaient un petit communiqué en disant voilà, il faut que l'Europe fasse ci. Aujourd'hui le Conseil européen c'est devenu une instance délibérative. C'est devenu une instance de négociation, où c'est d'abord des compromis. La personne qui représente, l'autorité qui représente la France, c'est le président de la République. Comme vous le savez, il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. C'est très problématique. Alors effectivement, c'est une vraie difficulté, parce que ce Conseil étant devenu effectivement un lieu politique et d'élaboration politique et de délibération, on n'a pas, nous, un contrôle, alors que Mme Merkel, qui fait partie, elle a un contrôle du Bundestag. C'est vrai qu'il y a un problème sur ce point-là. Moi, je l'avais dit au Premier ministre, et on a d'ailleurs, j'ai même fait une proposition pour essayer de... Est-ce que vous pouvez en parler de cette proposition? Ah bah, il faut refaire, si vous voulez, la France, c'est quand même assez délirant. Vous avez donc le président de la République qui est au Conseil. Au Conseil, il est là-bas avec son conseiller. Il n'y a pas de ministre, hein. Le ministre, il est dans l'antichambre. Il n'a pas accès au Conseil. Donc, ensuite, vous avez le Premier ministre. Le Premier ministre, il a toute l'interministériel, et il a surtout, lui est rattaché le secrétariat général des affaires européennes, c'est-à-dire l'administration qui s'occupe du suivi des affaires européennes en France est rattaché au Premier ministre. Et le secrétaire général des affaires européennes est aussi le conseiller du Premier ministre. Bon. Donc vous avez le président avec son conseiller, vous avez le Premier ministre avec son conseiller, et qui est aussi secrétaire général des affaires européennes. Et puis vous avez le ministre des Affaires étrangères, avec une direction, Europe, des Affaires étrangères, et qui lui a sous sa responsabilité le ministre des Affaires européennes. Mais le ministre des Affaires européennes n'est pas n'a pas d'autorité sur le SGAE. Donc je ne sais pas si vous voyez le... Bon, et vous avez même un comité interministériel. Alors il est tombé en désuétude, je voulais qu'on arrête, enfin bref, ça c'est... il y a un comité interministériel qui normalement est censé faire... Bon, et qui est auprès du Premier ministre. Donc vous voyez bien que c'est quand même une construction totalement baroque. Bon, l'idéal, ce serait que le ministre des Affaires européennes au moins aille auprès du Premier ministre, bon, qu'on recentre autour du Premier ministre. Bon. Alors ça c'est des sujets qui sont très compliqués, mais on a une construction assez baroque, et c'est vrai que pour le Parlement c'est un peu compliqué. Nous, notre interlocuteur c'est le ministre des Affaires européennes, mais le ministre des Affaires européennes il est quand même, il n'est que sur une partie. Bon, l'autre point aussi qui est très important, c'est que depuis la crise, ce sont encore une fois les affaires économiques et financières qui sont en pointe, qui sont en première ligne. Bah, celui qui s'occupe de ça, c'est le ministre des Finances. Le ministre des Finances aujourd'hui, c'est 50% de son boulot, c'est Bruxelles. L'Eurogroupe, c'est lui qui siège à l'Eurogroupe, c'est lui qui siège dans le Conseil ECOFIN. Bon. Donc si vous voulez, vous avez en plus le ministre des Finances qui a une responsabilité qui, à mon avis, est extérieure, enfin européenne, extrêmement importante. Donc vous voyez un dispositif institutionnel quand même extrêmement complexe, et qui, à mon avis, ne favorise pas une identification des sujets, du traitement et un contrôle. Ce que vous aimeriez, c'est un interlocuteur unique pour le Parlement? Oui, il faudrait simplifier. Il y a trop d'autorité dans le système. Alors le problème, c'est d'en supprimer une. Surtout, est-ce que ça ne serait pas utopique de donner à moins que ce soit les commissions en ce moment du Parlement qui vont donner les mandats à la personne en question, mais une personne pour gérer l'ECOFIN, le Conseil sécurité intérieure, le Conseil agricole, etc., c'est peut-être
c'est peut-être un peu trop pour un seul représentant, à moins qu'il soit mandaté par les... Là, aujourd'hui, chaque ministre connaît son dossier et va au Conseil. Vous proposeriez peut-être une autorité qui soit peut-être le ministre des Affaires européennes. Il y a un problème en fait, il y a un problème, si vous voulez, de stratégie globale de la France. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, celui qui fait ça, c'est quand même c'est le président de la République. Peut-être la pièce maintenant centrale, le président de la République. On pourrait très bien concevoir, par exemple, que le président de la République est le même conseiller que le Premier ministre, qui soit aussi le responsable du SGAE. Déjà, ça simplifierait. Vous auriez... bon. Et puis, le ministre des Affaires européennes, vous pouvez le placer auprès du Premier ministre. Ça, c'est logique. Le ministre des Affaires européennes, il pourrait faire l'interministériel. Bon, vous pouvez trouver des éléments de cohérence. Alors, le problème dans cette affaire, c'est le Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay, voilà, il défend son territoire. Oui, on voulait vous demander ce que vous pensiez du référendum d'initiative citoyenne. Est-ce qu'il faudrait l'améliorer? Il faudrait le créer. Ou le créer, parce que c'est vrai qu'il est normalement. C'est un référendum d'initiative partagé. Donc il dépend. Oui, mais ça ne me dérange pas. Moi, je suis pas. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas les. Si j'ai bien compris, les décrets n'ont pas été pris. Surtout, ça impliquait tant de députés qui soutiennent la proposition, etc. Bon, ce qui est compliqué quand on est citoyen, par exemple, qu'on n'a pas envie, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va pas réussir à convaincre 60 députés de nous aider à faire telle proposition, alors que par contre, telle association pourrait très bien recueillir tant de pétitions, tant de signatures sur une pétition. Bon. C'est une question annexe, hein, c'est pas du tout sur le... Encore que ça se rejoint. Je suis pas... attention, moi je suis pas un tenant fanatique de la démocratie directe. Bon. Je pense que sur certains sujets, c'est pas mal. Mais qu'il y ait un filtre, bon, on peut peut-être l'assouplir un peu, mais honnêtement, je ne suis pas non plus pour parce que sinon, ce que je crains, c'est qu'on ait une vraie instabilité, et je ne suis pas sûr que ce soit très bon. Je préférerais, par exemple, que l'Assemblée nationale ait une action beaucoup plus développée de consultation auprès de la population. Alors on le fait actuellement avec... mais on pourrait peut-être être beaucoup plus actif. Par exemple, sur les principaux projets de loi, propositions de loi, on pourrait avoir une phase de consultation beaucoup plus active, dans laquelle les citoyens soient beaucoup plus impliqués. Je crois que c'est ça qu'il faut, c'est une forme de démocratie beaucoup plus participative. Oui, mais enfin, moi ce qui me gêne un peu... Alors le référendum en fait partie, mais c'est pas le seul outil. Et deuxièmement, le problème c'est qu'il faudrait avoir beaucoup plus de temps. Le problème c'est qu'on va trop vite. On n'a pas assez de temps pour faire la loi.